Coucou tout le monde, on espère que tout va bien pour vous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Union Européenne simplifiée avec Manon et moi-même, Sarah. On se retrouve aujourd'hui pour vous expliquer la hiérarchie des normes au sein de l'Union Européenne. En espérant que ça vous plaise, on vous laisse avec la suite. Je ne sais pas si tu le sais mon petit juriste, mais la hiérarchie des normes a été théorisée par le philosophe autrichien Hans Kelsen. À l'époque, la hiérarchie des normes s'opposait à la doctrine de la décision souveraine, qui avait été formulée cette fois par le philosophe allemand et nazi Carl Schmitt. La hiérarchie des normes affirme alors un principe simple. Chaque norme juridique doit respecter une norme qui lui est supérieure. Cette théorie de la hiérarchie des normes permet que soit unifié le droit et que ne soient pas mises en place des lois qui soient complètement différentes et opposées. La pyramide de Kelsen permet d'illustrer une hiérarchie dans l'ordre juridique français, mais elle permet d'ailleurs aussi d'illustrer une hiérarchie qui a été mise en place dans l'ordre juridique européen. Plus précisément, cette théorie de Kelsen permet de mettre en place une structure pyramidale dans le droit de l'Union européenne, parfois appelé droit communautaire. Le droit communautaire ou droit européen est un système juridique propre, comme l'a démontré l'arrêt Costa contre Enel en 1964. Mais il doit être intégré dans l'ordre juridique des pays des États membres, comme il est possible de le voir dans la pyramide de Kelsen, de l'ordre juridique français. C'est le traité de Lisbonne qui a mis en place, le 1er décembre 2009, une restructuration de l'ordre juridique européen, puisqu'avant le droit européen comprenait 3 piliers, les communautés européennes, la politique étrangère et de sécurité commune, et la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Comme vous le savez sûrement, c'est le traité de Lisbonne qui a aboli la structure du droit de l'Union européenne qui était alors en piliers. La question de la hiérarchie des normes dans le droit français a vite été source de réflexion et n'a pas forcément été le cas en droit de l'Union européenne, puisqu'il a fallu attendre le 1er décembre 2009 pour que soit mise en place une vraie structure pyramidale. Cette pyramide de Kelsen européenne, comme tu peux le voir mon petit juriste, comporte donc 4 niveaux distincts dont nous allons parler tout au long de cette vidéo. Le niveau le plus haut comporte le droit primaire, ce sont les traités, la charte des droits fondamentaux et les principes généraux du droit de l'Union européenne. Le second niveau est consacré aux accords externes ou encore accords internationaux. Le troisième niveau, lui, est consacré aux droits dérivés, ce sont les actes contraignants et les actes non contraignants. Finalement, le dernier niveau est donc consacré à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Mais tout ça, nous le verrons bien plus tard. Alors voilà, mon petit juriste, nous nous trouvons au premier échelon de la pyramide de Kelsen européenne, au sein du droit primaire. Au sein de ce droit primaire, il existe 2 catégories de traités. Ce sont les traités originaires et les traités modificatifs. Les traités fondateurs ou originaires pourraient donc être entendus de 2 manières. Au sens chronologique, ce sont les premiers traités qui ont été mis en place, les traités constitutifs. Mais aussi au sens substantiel, ce sont les traités de base. Il existe donc au sein du droit primaire divers traités originaires qui constituent cette suprême base. Le traité de Paris du 18 avril 1951 qui a institué la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, mais qui a expiré en 2002, qui ne produit donc plus d'effet. Le traité de Rome du 25 mars 1957 qui a institué la CEE, la Communauté économique européenne, le traité de Maastricht qui a institué l'Union européenne qui est entrée en vigueur le 1er novembre 1993 et finalement le traité de Lisbonne qui est entré en vigueur en 2009 en ce que l'article 47 du traité sur l'Union européenne confère la personnalité juridique à l'Union européenne. Il existe, mon petit juriste, en plus des traités fondateurs, des traités modificatifs qui sont venus modifier ces traités et le droit européen. Le traité de Luxembourg qui a mis en place l'acte unique européen qui est entré en vigueur le 1er juillet 1987, qui modifie surtout le traité instituant la communauté européenne, les communautés européennes puisqu'il renforce les pouvoirs financiers et budgétaires de l'acte unique et accélère le processus du marché intérieur. Le traité de Maastricht qui est entré en vigueur le 1er novembre 1993 qui modifie le traité de Rome en ce qu'il confère les prérogatives du Parlement européen, qui met en place la citoyenneté européenne et qui organise le passage à la monnaie unique.
le traité de Nice de 2001 qui devait réformer les institutions de l'Union européenne et finalement le traité de Lisbonne du 1er décembre 2009 qui est juridiquement un traité modificatif qui comprend deux parties. La révision du traité de Maastricht qui est devenu le traité sur l'Union européenne qui est aujourd'hui composé de 55 articles et la révision du traité de Rome de 1957 qui est devenu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne composé de 358 articles. Avant 2000, il n'y avait pas de traité qui énumérait les droits fondamentaux. C'est la Cour de justice qui s'était, à travers ses décisions, chargée d'énumérer une liste des droits fondamentaux de l'Union européenne. Parmi ceux-ci, le droit de propriété, la liberté d'exercer une activité professionnelle, l'inviolabilité du domicile, la liberté d'opinion, la protection de la famille, la protection de la vie privée, la liberté de religion et de croyance et l'égalité du traitement. Mais finalement, en 2000, plus précisément le 7 décembre, c'est à Nice qu'a été adoptée une charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette charte a été adoptée dans sa version définitive le 12 décembre 2000 par les présidents de la Commission européenne, du Parlement européen, des conseils de l'Union et du Conseil de l'Union européenne. Cette charte a acquis une valeur juridique contraignante le 1er décembre 2009 avec le traité de Lisbonne. En effet, son article 7 du traité sur l'Union européenne prévoit que la charte a la même valeur juridique que les traités. Elle fait donc partie du droit primaire, au même titre que les traités et que les principes généraux du droit. Cette charte a donc une valeur supérieure aux accords internationaux, aux droits dérivés et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Tout comme en droit français, il existe en droit européen des principes généraux du droit, qui sont des normes jurisprudentielles. Mais ça, je sais que tu le sais, mon petit juriste. Il existe un grand nombre de principes généraux du droit de l'Union européenne, mais nous n'avons pas assez de temps pour tous les évoquer. Alors je vais ne t'en citer que quelques-uns. L'état de droit, le principe de sécurité juridique, le droit à un procès équitable, le principe de non-discrimination, l'interdiction de la double sanction, la non-rétroactivité des dispositions pénales, ou encore le principe de solidarité entre les États membres. Ces principes généraux du droit, en ce qui font partie du droit primaire de l'Union européenne, sont supérieurs aux accords internationaux, aux droits dérivés et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Mais ils sont sur le même pied que les traités et aussi la Charte des droits fondamentaux. Comme tu peux le voir, mon petit juriste, il existe donc un deuxième niveau à la pyramide de Kelsen européenne. Ce sont les accords internationaux ou accords externes, qui sont donc inférieurs aux droits primaires de l'Union européenne, mais supérieurs aux droits dérivés. Le TFUE, dont je t'ai parlé plus tôt, fait partie du droit primaire, mais habilite l'Union européenne à prendre des accords internationaux, en son article 216. Les accords internationaux, ce sont des accords qui ont été signés par l'Union européenne avec des pays tiers ou encore des organisations internationales. Ces accords peuvent donc être conclus par l'Union européenne avec ou sans les États membres de l'Union. Ces accords peuvent avoir l'effet direct et il faut donc s'y conformer. Il existe de nombreux accords qui ont été signés par l'Union européenne avec des pays tiers, mais pour ne t'en citer qu'un, je vais te parler de l'accord de Cotonou qui a été conclu entre l'Union européenne, les États membres et les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Mais sont aussi considérés comme des accords internationaux les accords qui sont conclus avec l'Organisation mondiale du commerce, par exemple. Allez, descendons encore d'un cran. 3e étage de cette pyramide, le droit dérivé. Sacrée catégorie. Elle n'est pas la plus compliquée à comprendre, ne vous inquiétez pas. Disons simplement qu'elle est plutôt riche. Le droit dérivé est constitué d'actes législatifs pris par les institutions européennes dans l'exercice de leurs compétences prévues par les traités. C'est l'article 288 du TFUE, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui définit les modes d'action de l'Union européenne, autrement dit les actes de la nomenclature officielle qui sont le règlement, la directive, les décisions, les recommandations et les avis. Des actes que nous allons diviser en deux catégories, les actes contraignants et les actes non contraignants. Toujours régis par l'article 288 du TFUE, s'ajoutent à cela les actes hors nomenclature officielle, qui sont les actes atypiques, les actes issus de la pratique, ainsi que les actes de la Banque centrale européenne et de la politique étrangère et de sécurité commune. Enfin, dernière étape, la catégorisation formelle de tous ces actes du droit dérivé de l'Union européenne, les actes législatifs ou dits de base, les actes délégués et les actes exécutifs. Alors commençons. Premier arrêt, les actes de la nomenclature officielle qui sont contraignants, c'est-à-dire ceux qui impliquent, imposent des règles et des restrictions. Autrement dit, les tyrans de cette catégorie.
Ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Cette même catégorie, nous allons la diviser en 3 sous-catégories. D'abord, les règlements de l'Union européenne. Un règlement dans l'Union européenne est un acte qui introduit une règle de portée générale qui va être applicable dans tous les États membres de l'Union. Puisqu'il est contraignant, il va devoir être strictement respecté par ceux pour lesquels il s'applique, donc les personnes privées, les États membres et les organes européens. Sa publication s'opère dès lors qu'il est publié au journal officiel de l'Union européenne, ainsi aucun acte de transposition n'est nécessaire au niveau national. À quoi sert-il ? Eh bien, il s'assure que le droit de l'Union européenne soit appliqué de manière uniforme dans tous les États membres en définissant des objectifs et des moyens pour les atteindre. Par exemple, le règlement général sur la protection des données. Ensuite, les directives. Qu'est-ce qu'une directive ? Il s'agit d'un acte rédigé par la Commission européenne qui fixe les objectifs à atteindre par les États membres ou plusieurs États membres selon ce qu'elle prévoit. Petite particularité et complexité, on peut le dire ici, pour qu'elle puisse entrer en vigueur, le législateur national doit absolument prendre un acte de transposition en droit interne afin de, comme son nom l'indique, transposer la directive au regard de la législation nationale qui doit évidemment s'adapter. Bien sûr, l'Union européenne mène toujours la barque, donc elle impose à l'État membre une date limite de transposition que si elle n'est pas respectée, elle implique donc une sanction. Généralement, les directives sont utilisées afin d'harmoniser les législations nationales avec le droit de l'Union européenne, faciliter la cohabitation, quoi. Par exemple, la directive 2001-29-CE sur l'harmonisation des droits d'auteur, dite directive EUCD, transposée en droit français par la loi DAD-VSI. La catégorie d'actes suivants sont les décisions. Une décision est prise afin de réglementer une situation précise pour un État membre, une entreprise ou bien même un particulier. Elle ne va pas donc être de portée générale, à l'inverse de son ami le règlement. Il s'agit d'une obligation qui s'impose à son destinataire si celui-ci est strictement défini. Elle entre en vigueur lorsqu'elle est notifiée à son destinataire et dans les 2 mois suite à sa prise de connaissance, son destinataire peut exercer un recours afin de l'annuler. Allons maintenant chercher de la douceur avec les actes non contraignants. Comme leur nom l'indique, ils ne contraignent pas, ils n'imposent pas et donc ils n'embêtent pas. Ce sont des bonnes pattes. Les 2 actes non contraignants principaux et majoritairement rendus sont les recommandations et les avis. La recommandation n'exprime pas un point de vue. Il s'agit davantage d'une invitation à agir d'une telle manière. Que de bonnes manières pour introduire un sacré sous-entendu à base de « fais ce que je te dis ». L'avis, quant à lui, exprime clairement un point de vue, l'honnêteté même. Souvent, il s'agit du point de vue de l'une des institutions européennes et d'ailleurs, chacune d'entre elles détient la faculté d'en adopter un. Par exemple, un avis que nous avons tous étudié ici, l'avis 213 du 18 décembre 2014, rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, qui porte sur l'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'homme. Il n'y a pas d'entrée en vigueur puisqu'il n'y a pas de contrainte. Passons aux exclus de cette nomenclature. Ils existent mais n'ont rien d'officiel, mais alors qui sont-ils ? Ils sont, eux aussi, prévus par l'article 288 du TFUE. Premier exclu, les actes atypiques, et ça vous étonne après. Bref, pour résumer, un acte atypique peut être une directive, un règlement ou bien même un avis. Simplement, il ne sera pas régi par l'article 288 du TFUE. Alors oui, leur existence est bien prévue par cet article, mais pas leur régime. Je m'explique. Par exemple, typiquement, la Cour de justice de l'Union européenne possède un règlement de procédure qui est comme un code de procédure classique que nous connaissons. Et ce règlement ne peut pas être régi par l'article 288 du TFUE puisque vous comprenez qu'il ne s'agit pas d'un acte de portée générale mais bien de règles de procédure propres à la Cour de justice. Deuxième exclu, les actes issus de la pratique. Comme leur nom l'indique, ils s'inscrivent dans la pratique institutionnelle et en gros, il s'agit tout simplement des règles de coordination qu'ont établies entre elles les institutions. Enfin, dernier exclu et non des moindres, les actes de la Banque centrale européenne et de la politique étrangère de sécurité commune. Ce sont les actes qui sont émis dans le cadre de leurs activités. La Banque centrale européenne est un organisme financier dont le siège est à Francfort, qui est propre à l'Union européenne et qui a été institué par le traité de Maastricht. Elle joue un rôle très important en matière de politique monétaire. Ses missions sont définies aux articles 282 et suivants du TFUE. La Banque centrale européenne peut prendre toutes sortes d'actes, règlements, décisions, recommandations et avis afin d'adopter des règles générales ou individuelles.
La PESC, quant à elle, a été instituée par le traité de Maastricht dans le cadre du traité de Lisbonne cette fois, et elle dote l'Union européenne de la compétence dans tous les domaines de la politique étrangère et dans un certain nombre de domaines relatifs à la sécurité de l'Union, ce qui permet à l'Union d'établir progressivement une politique de défense commune. Toutefois, il ne s'agit pas là de donner à l'Union des compétences militaires et diplomatiques. Les actes de la PESC sont émis par le Conseil européen et le Conseil des ministres, avec l'intervention du Parlement européen, de temps à autre qui peut formuler des avis et des recommandations. Vont alors être adoptées des orientations générales, des actions communes par le biais de règlements et de décisions. Petit récapitulatif après avoir défini un à un les actes du droit dérivé de l'Union européenne. Toutefois, chaque type d'acte peut avoir différentes fonctions et peut donc exister dans différentes catégories. D'abord, les actes législatifs ou dits de base. Ces actes sont déterminés en fonction de leur base juridique. Ainsi, tous les actes désignés par l'article 288 du TFUE et qui sont adoptés sur le fondement de l'article 289 du TFUE seront qualifiés de la sorte. De même que les actes pris sur le fondement de l'article 289-1 de ce même traité, actes pris par le Parlement et le Conseil des ministres sont également qualifiés ainsi. Pour le reste, l'entrée est refusée. Ensuite, les actes délégués. Ils sont définis à l'article 290 du TFUE. Ils ont été inventés dans le but d'alléger le travail du législateur européen. Ils s'opposent strictement aux actes législatifs. Ce sont donc des actes d'adaptation rédigés par la Commission européenne et cet acte va définir l'étendue, le contenu ainsi que le temps de la délégation. Enfin, les actes exécutifs. Ils sont régis par l'article 291 du TFUE qui dispose que tous les États membres prennent toutes les mesures de droit interne pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union. En gros, l'exécution des ordres et objectifs contenus dans les actes contraignants que j'ai expliqués plus haut est laissée à la charge de chacun des États membres qui va donc adopter des actes d'exécution de ces mesures, sauf s'il souhaite ne pas le faire. Et là, entrée en scène de la reine de cœur de l'Union européenne, l'exécution personnifiée, la Commission européenne. Ces actes d'exécution vont donc mettre en œuvre les pratiques prônées par les actes. Bon, on a enfin fini avec le droit dérivé. Je vous avais prévenu, une vraie boîte de Pandore. Passons maintenant au dernier échelon de cette hiérarchie et non des moindres tant il est foisonnant, la jurisprudence. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, CJE pour les intimes comme vous et nous, est l'ensemble des décisions rendues par la Cour et par le tribunal. Je ne vous apprends rien en vous parlant de jurisprudence. Vous savez d'ores et déjà que la jurisprudence permet aux juridictions de se positionner sur un sujet, sur l'appréciation d'une règle de droit et dans notre cas, éclairer le droit européen et évidemment en contrôler le respect sous peine d'une condamnation. Exemple incontournable du programme de cette année, la décision Costa contre Enel du 15 juillet 1964 qui affirme le principe de primauté du droit communautaire. Dans le cas où vous n'auriez pas tout compris et pour résumer le tout, voici un petit récapitulatif mes chers juristes. Il existe une hiérarchie des normes au sein de l'Union européenne qui se découpe en 4 échelons. Une règle régit globalement cette hiérarchie, celle qui consiste à ce qu'un acte pris doit toujours se conformer à la norme qui lui est supérieure. Le premier, tout en haut, réside le droit primaire composé des traités fondateurs de l'Union européenne, des traités d'adhésion à l'Union européenne, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des principes généraux du droit. Au deuxième échelon se trouvent les accords internationaux passés entre l'Union avec un État membre ou non et un État tiers. Ensuite, s'ensuit le bloc de droit dérivé qui regroupe tous les actes contraignants et non contraignants de la nomenclature officielle, les actes qui sont en dehors de cette nomenclature, et ainsi de suite. Pour en finir, tout en bas réside la jurisprudence, en somme, les décisions de justice rendues par la Cour de justice de l'Union européenne. C'est désormais la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. On vous souhaite à tous bon courage pour les derniers moments de cette année. Prenez soin de vous et à bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo.